l'enregistrement. Okay, we're recording from now. Ok. Bon. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à notre 17e Lockdown Lecture organisée par Harif. Et c'est notre première conférence de confinement en français. Pour ceux qui ne connaissent pas Harif, nous sommes une organisation bénévole basée en Angleterre. Notre objectif est l'éducation à propos de l'histoire et de la culture des Juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette conférence sera mise en direct sur la page Facebook de Harif. Vous pouvez vous inscrire à notre site web, c'est www.harif.org pour vous tenir au courant de nos activités. Ce soir, nous sommes ravis de pouvoir accueillir notre invité, le professeur Shmuel Trigano, qui habite en Israël. Le professeur Trigano est né en Algérie. Il est sociologue, philosophe et professeur émérite de sociologie à l'Université de Nanterre X à Paris. Il a publié de nombreux ouvrages, ou bien écrits ou dirigés par lui. J'ai ce livre ici qui est excellent et que je recommande à ceux qui ne connaissent pas. Il y a une traduction en hébreu. Oui. En effet. Et si vous vous intéressez à une bibliographie complète, vous la trouverez sur le site web de Harif. Alors, beaucoup de ses écrits concernent les Juifs des pays arabes et ce soir, il va traiter de la mémoire effacée du monde séfarade. Je vous invite à poser des questions au professeur Trigano. Écrivez-les dans le chat au bas de votre écran. Et d'abord, je vais démarrer avec une question au professeur Trigano. Et c'est que, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance en Algérie? Oui, j'ai quitté l'Algérie, j'ai été poussé à quitter l'Algérie à l'âge de 14 ans. Et donc, j'ai bien connu ce pays. J'ai un souvenir de relief géographique très puissant au pied des montagnes. Nous habitions au pied des montagnes dans la grande banlieue d'Alger. Et d'une communauté juive aussi un peu idyllique, où le judaïsme était bon enfant. Où on pensait aussi qu'il fallait être du XXe siècle et que le judaïsme était un peu en retard sur cet âge-là. Vous savez, l'Algérie de cette époque, peu de personnes se rendent compte ce que c'était, parce qu'en fait, c'était des départements français. Et les villes algériennes comportaient le kiosque à musique, la mairie, l'église, la place d'armes, etc., c'est-à-dire un modèle provincial français d'une certaine façon. Je suis allé au lycée français où j'ai appris le grec et le latin. J'ai appris bien plus tard l'hébreu parce qu'en fait, il y avait un climat de guerre civile et les parents craignaient d'envoyer les enfants au Talmud Torah. Donc, c'est d'un côté une vision idyllique et de l'autre, la terreur de la fin de cette période. Nous avons dû fuir l'Algérie en 2 jours avec 2 valises pour ne pas être tués, puisque le FLN et les Algériens nationalistes nous promettaient la mort et la spoliation, comme 1 million de Français qui avaient été abandonnés par l'État gaulien, une histoire qui n'a pas encore été écrite du fait des fermetures anticolonialistes de l'époque. Mais disons, le drame du million de Français d'Algérie abandonnés par leur État, qui ont dû fuir par tous les moyens pour ne pas
connaître des drames, comme ce fut le cas à Oran, par exemple, où il y a eu d'énormes massacres de Français. Ben, si vous voulez, cette période a été le moment décisif de mon existence, dans la mesure où vous passez une vie entière à vous sortir de ce que vous avez senti à ce moment-là. La mort toute proche, l'abandon par le pouvoir, l'incertitude la plus totale et surtout voir un monde disparaître en 2 jours, disparaître complètement en 2 jours. C'est donc une expérience très traumatisante que j'ai aussi vécue existentiellement. Mes premiers livres parlent beaucoup du déracinement, de l'absence, de la présence, etc. J'ai eu la chance extraordinaire de comprendre tout ça dans la terminologie du judaïsme, qui a été pour moi un horizon libérateur sur ce plan-là. Ce n'est que très tardivement, notamment au début des années 2000, que j'ai pu mettre des mots de politique sur la situation. Lorsque les télévisions européennes nous ont montré les Palestiniens avec la clé de leur maison levée, je me suis rendu compte que nous aussi, nous avions la clé de notre maison qui fut abandonnée et spoliée. Et là, cette situation injuste, en quelque sorte, m'a poussé à entrer dans le domaine, dans la dimension politique de cette histoire et pas uniquement existentielle et personnelle. Et c'est là que, justement, j'ai écrit tous ces ouvrages qui sont en règle générale des ouvrages collectifs. C'est un travail collectif pour rendre compte d'une histoire qui n'a pas encore été véritablement écrite et qui est difficile à écrire parce qu'elle se déroule dans plus de 10 pays sur une période de 30 ans. Oui. Alors, revenons à notre sujet, qui est la mémoire effacée du monde séfarade. Quelle est la mémoire d'abord et quelles sont les causes de l'effacement? La mémoire, c'est déjà la mémoire d'un groupe de population entier. Ce groupe, en fait, s'étend du Maroc à la Perse. En fait, c'est tout à fait compréhensible car c'était le territoire de l'Empire ottoman. Et dans l'Empire ottoman, qui s'étendait aussi aux Balkans, aux judéo-espagnols, etc., les Juifs avaient un même statut. Et lorsque l'Empire ottoman a été dépecé et que les pouvoirs coloniaux s'en sont emparés, ces Juifs se sont retrouvés dans un autre univers, l'univers colonial, qui pour eux fut une libération, car ils ont été libérés de la condition de dhimmi, une condition de dépendance politique et d'avilissement social qui a existé dans presque toutes les époques et qui est inscrite de toute façon dans la loi de la charia. Et si vous voulez, cette population avait, vous savez, ça commence très avant, car dans le premier empire musulman, quasiment 90% du monde juif était dans ses frontières. C'est un calcul qu'a fait le démographe Sergio de la Pergola. Et donc, c'était un même monde, malgré l'immensité du territoire. Et cette mémoire, en fait, elle n'a pas été facile à se faire. D'abord, il n'y a pas de mémoire trop près du traumatisme. Il y a quelque chose qui barre. On ne raconte pas, on n'y pense pas, bien que ça travaille. Et puis, beaucoup plus tard, les choses reviennent et on se souvient des choses. Et donc, il a fallu du temps à cette population pour pouvoir se rendre compte de ce qui s'était passé. Et ça s'est passé, si vous voulez, les deux grandes destinations du monde séfarade ont été Israël, 600 000 personnes dans les années 50, la France et un peu les Amériques, 300 000 personnes. Donc les 2 tiers se sont retrouvés en Israël dans une situation de guerre avec le monde arabe et un tiers s'est retrouvé grosso modo surtout en France. En tout cas, la majeure partie des Juifs d'Algérie se sont retrouvés en France. Et donc, ça prend du temps à un niveau collectif pour mettre en place une mémoire.
Et cette mémoire, alors ça c'est les difficultés intrinsèques. Vous savez, il y a beaucoup d'autres causes. Par exemple, le drame du monde séfarade a rencontré la tragédie du monde ashkénaze, qui n'est pas comparable. Et donc, mais si vous voulez, il faut comprendre que le XXe siècle, il est marqué par un double phénomène considérable. Le judaïsme européen est détruit, le judaïsme du monde arabe est détruit. Et ces deux ensembles se retrouvent notamment en Israël. Il y a un cas exceptionnel qui est le judaïsme américain, mais le judaïsme américain, moi j'ai une théorie là-dessus, les juifs américains n'ont pas connu l'émancipation, ils n'ont pas connu la transformation radicale de la condition juive sous la nécessité des États-nations. Et donc, ils ont en quelque sorte, ils sont passés du ghetto à la citoyenneté. Et si vous voulez, la case émancipation est le propre du monde européen et du monde colonial par la suite. Là, c'est une expérience très profonde pour la condition juive. J'ai aussi beaucoup analysé cette situation. Donc, si vous voulez, la mémoire n'est pas facile à se faire. Vous savez, en Algérie, nous ne savions pas que nous existions comme séfarades. C'est un mot même qui était ignoré. On était juifs, tout simplement, et français. C'est Israël et la rencontre du monde ashkénaze et du monde séfarade qui a réveillé cette dimension-là. Alors, j'ai beaucoup d'autres explications à ce niveau-là. Je crois qu'à l'époque où les Juifs du monde arabe se sont retrouvés en Occident et en Israël, c'était l'époque de la culpabilisation post-coloniale. Et donc, il y avait une certaine honte à venir d'anciennes colonies. Et la gauche, d'ailleurs, l'a mise en forme. Elle a étouffé la mémoire des Français d'Algérie, par exemple, sous l'anticolonialisme. Ce serait intéressant de réanalyser ça à partir de ce qui se passe aujourd'hui en France et en Algérie. Mais bon, on sait déjà ce qui se passe au Liban au niveau du mandat français. Mais si vous voulez, il y a là une histoire aussi, une histoire dans l'histoire qui n'a pas été écrite justement à ce niveau-là. C'est que la création d'États-nations arabes, ces États-nations ont été incapables d'inventer une citoyenneté qui pouvait recevoir des non-musulmans. Et d'ailleurs, les constitutions de tous ces États font de la charia la loi de l'État. Et donc, si vous voulez, ce problème qui est tout proche de la décolonisation a été un élément déterminant, car lorsque les pouvoirs coloniaux se sont retirés, les Juifs se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus aucun avenir dans les sociétés dans lesquelles ils se retrouvaient. Bon, donc en fait, cette culpabilisation idéologique a joué beaucoup pour faire écran à ce niveau-là. Ensuite, si vous voulez, je pense que le monde séfarade qui s'est retrouvé notamment en Israël ou en France a tenté de se replier sur la religion, sur la religion du monde séfarade. J'entends par là que, par exemple, en Israël, l'attente messianique avait été importante vis-à-vis du retour à Sion. Et donc, il y a eu un brouillage ici par rapport à la base politique qui faisait que les gens se retrouvaient dans un autre univers. Et ce brouillage n'a pas été pensé, ne pouvait pas être pensé à ce moment-là. Enfin, il y a des causes plus problématiques et plus contestables qui sont les causes israéliennes. Et c'est un fait aujourd'hui que les populations séfarades n'ont pas toujours été très bien reçues à travers les cadres et le leadership israélien. En Israël, à ce moment-là, il y avait le projet du melting pot ben-gourionien. Et le melting pot voulait faire naître un homme nouveau, un juif nouveau. Il se trouve que les séfarades sont arrivés à ce moment-là. Ils ont été les cobayes de ce projet-là, notamment, je pense notamment aux Yéménites.
Et donc, on a voulu les priver de leur culture, de leur héritage, du judaïsme, de bien des choses, etc. Et donc, ce système a connu une crise parce que le melting pot n'imposait qu'une identité qui n'était pas celle de tous les juifs. Et donc, il y avait là un problème, l'idée de la normalisation, c'est-à-dire de cesser d'être juif pour devenir normal, c'est-à-dire israélien. Là aussi, ce fut un choc considérable parce que les séfarades sont toujours venus en Israël dans l'attente de l'Israël messianique. Alors, cette attente, on peut en rire, mais c'est elle qui a sauvé le peuple juif à travers l'histoire. Et là, justement, il y a eu un télescopage avec le projet du sionisme qui voulait en finir avec cette condition diasporique, etc. Mais bon, ça c'est le grand problème de notre époque, je vous signale. Je viens de sortir un livre qui s'appelle L'État juif, par-delà la normalisation, justement parce que le problème est entier au niveau de tout Israël. Il ne se pose pas de la même façon, mais il est entier. Et là, en Israël, il y a eu une tentative de réécrire l'histoire des séfarades. Ils sont devenus des Mizrachim, des orientaux. Et là, je m'élève très systématiquement contre cette dénomination qui n'a jamais été celle de l'histoire séfarade. J'ai lu quelque part un témoignage de l'ancien gauchiste Uri Avneri qui déclare que c'est lui qui en fait a inventé ce terme de Mizrachim, d'orientaux. Parce qu'en fait, si vous voulez distinguer entre les orientaux et les séfarades, qui seraient les ladinos, ceux qui parlent espagnol, il y a ici une vision hiérarchique, parce que les ladinos sont des Européens et les Mizrachim sont des orientaux, tout simplement. Et donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que les séfarades, comme les ashkénazes, sont dans une histoire juive. C'est en tant que juifs qu'ils sont ashkénazes et séfarades. C'est très compliqué à comprendre ça. Il faut savoir déjà qu'il y a une halakha ashkénaze, une halakha séfarade. Ouais. Les ouvrages ont été écrits là-dessus. Ce qui fait l'existence d'une communauté, c'est son droit. Et si vous voulez, ça n'a rien à voir avec l'ethnicité, absolument. Il n'y a rien d'ethnique qui compte dans l'identité juive à ce niveau-là. C'est une tradition philosophique, une tradition halachique qui passe à ce niveau-là. Alors là, je voudrais, il y a un exemple du passé. Il faut connaître ce qu'est le peuple juif. C'est un peuple bizarre, un peuple qui n'est pas comme les autres, si vous voulez. Tout simplement pour aller vite, je rappellerai la morphologie de ce peuple. Il a toujours une double dimension. Et vous n'êtes pas sans vous rappeler que dans l'Antiquité, le peuple d'Israël a donné naissance à deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Cette division-là, elle est structurelle parce qu'en fait, Jacob a deux femmes. Il y a les tribus nées de Rachel et les tribus nées de Léa. Et cette double dimension-là a trouvé à s'exprimer de toutes sortes de façons à travers l'histoire. La dimension contemporaine, où nous ne sommes pas une génération merveilleuse sur le plan du savoir, de la connaissance, etc., eh bien, c'est la cassure ashkénaze-séfarade. Et si vous voulez, l'existence d'Israël et le fait qu'il y ait eu cette aliyah massive du monde séfarade est un événement extraordinaire, unique et capital dans l'histoire juive. C'est la première fois, après 20 siècles d'histoire, que les deux ensembles se rencontrent. Il y a des conflits, Oui. mais c'est inéluctable. Mais si vous voulez, c'est un événement d'ordre messianique, si l'on peut dire, à savoir que c'est la première fois que le peuple juif est objectivement une réalité. Bon, il doit encore prouver que c'est vrai, qu'il existe véritablement et qu'il ne tombe pas dans le conflit permanent. Il y a une autre dimension que je voudrais signaler à ce propos de la nomination.
En arrivant en Israël, les séfarades ont été qualifiés de Edot HaMizrach, les ethnies de l'Orient. C'est aberrant, c'est complètement aberrant. D'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a pas d'ethnie de l'Occident. Mais en disant les ethnies de l'Orient, on classe le groupe très bas dans le niveau de la nation. La nation est un niveau de perfection, de conscience, etc., d'identité, alors que la tribu, les ethnies, c'est un niveau familial, un niveau très bas sur le plan de la socialisation. Et donc, il y a un travail d'ordre sémantique à travers lequel on a voulu réécrire cette histoire et j'ai aussi écrit là-dessus. Je crois que le monde séfarade doit reprendre en main l'écriture de son histoire et de se déterminer lui-même et non pas d'être déterminé par les autres. Parce que quand vous parlez d'orientaux, on ne comprend rien à ce qui se passe. On ne comprend rien à ce qui se passe. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de causes. Oui, alors je comprends pourquoi vous n'aimez pas ce mot Mizrahi. Et vous l'avez bien expliqué. Mais il y a aussi des gens qui disent séfarade, ça ne va pas non plus, parce qu'il y a des communautés juives qui n'ont jamais mis le pied en Espagne. Et d'ailleurs, si on associe l'Espagne à ces communautés-là, ça renforce cette propagande que les Israéliens sont des colonialistes qui viennent d'Europe, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'argument historique est faux, si vous permettez. Les Juifs du Yémen sont séfarades parce qu'ils sont dans la tradition maïmonidienne. Ils avaient des livres de prière édités à Livourne, en Italie. Ils font partie de ce monde-là. Et donc, si vous voulez, il faut bien compter, dans la pensée juive, il n'y a pas de référence ethnique ou biologique. Il y a des références culturelles, religieuses, juridiques. Et donc, si vous voulez, vous savez pourquoi est-ce que les Éthiopiens ont été reconnus juifs par le grand rabbin séfarade d'Israël? C'est Oui. pas un hasard, c'est pas non plus un hasard. Et donc, si vous voulez, il faut bien comprendre quelles sont les caractéristiques déterminantes de l'identité. De même, dans le monde ashkénaze, il y a différentes origines, différents langages, etc. C'est pas ça qui compte, c'est la tradition halachique qui compte de ce point de vue-là. Enfin, c'est la façon que j'ai de voir ça. Vous savez, alors pour ce qui est de l'autre argument, vraiment, il ne tient pas la route. C'est pas parce qu'il y a des Juifs orientaux qu'Israël n'est pas colonial de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, on oublie quelque chose. Les séfarades du monde arabe, ce sont les peuples premiers de ces régions avant l'invasion arabe. Ouais. Et donc, ils sont là avant le cadre arabe. Il faut bien comprendre ça. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que c'est l'influence du Coran sur le judaïsme qui fait les séfarades ou la langue arabe, etc. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le mot séfarade existait avant l'Espagne. Il est dans la prophète d'Ovadia, la prophétie d'Ovadia. Et donc, on a cherché, Ashkenaz est dans le livre de la Genèse. Et donc, si vous voulez, c'est à travers une logique interne à la civilisation juive qu'on a dénommé ces pays, etc. Alors, maintenant, l'Espagne. N'oubliez pas que l'Espagne a été en grande partie peuplée par les Juifs venant d'Irak quand il y a eu l'Empire arabe. De même, prenons ma famille originaire du nord de l'Espagne, d'après les noms de lieux qui parlait espagnol. Elle a sans doute passé par Livourne ou l'Italie pour finir en Algérie. Eh bien, nous avons parlé toutes sortes de langues. L'espagnol, l'arabe, l'italien, le français, l'hébreu, etc. Ce n'est pas ça qui a fait notre identité. Notre identité a traversé toutes ces dimensions-là. Et donc, il faut, si vous voulez, on ne peut pas raisonner quand il est question de l'identité juive avec les critères habituels qui ont cours en la matière. Et c'est justement, si vous voulez, le fait que nous ayons été les peuples premiers du monde arabe, c'est là notre légitimité.
Nous étions là avant le cadre arabe. Et donc, les indigènes ne sont pas qui y croient, qui le croient. Et donc, si vous voulez, il y a ici une dimension très forte. Quand le peuple juif habite vraiment son nom, son identité, son lieu, on est obligé de le reconnaître. Et tout le problème aujourd'hui, c'est que les Juifs n'ont pas ce courage ni cette audace. Et comment est-ce qu'on milite contre cette propagande qui dit que nous ne sommes pas indigènes, que les Arabes ont toujours habité dans la région et tout ça? Comment est-ce qu'on peut même commencer le combat? Vous savez, la légitimité, c'est de croire en soi. C'est d'avoir la conviction qu'on est légitime. Si les autres ne veulent pas le reconnaître, on se bat à la cour de récréation comme à l'école pour régler le problème. Mais si nous avons confiance en notre légitimité, les autres l'auront nécessairement, le reconnaîtront, ou s'ils s'y opposent, ils nous rencontreront, si vous voulez. Donc il y a un principe, je n'ai pas besoin d'être reconnu pour être légitime. Bien sûr, être reconnu, c'est important, mais disons, ce n'est pas parce qu'on ne me reconnaît pas que je perdrai ma légitimité. Donc, je crois qu'il y a un problème de confiance en soi, de force, de certitude, de connaissance de l'histoire, car il faut savoir d'où nous venons et qui nous sommes, justement, pour réagir à ça. Mais par rapport à cela, il y a une autre dimension qui est la dimension du conflit israélo-arabe. Oui. Ces dimensions-là, d'ailleurs, a engendré une idéologie. Je voulais citer Battier-Or, qui avait forgé le concept de palestinisme. Et donc, c'est une véritable idéologie qui s'est déployée de toutes parts, une idéologie qui s'appuie sur d'autres idéologies, bien sûr, notamment à notre époque, le postmodernisme, ou le gauchisme, si vous voulez, à ce niveau-là, et une idéologie qui a réécrit l'histoire à l'avantage du monde arabe. Et prenons par exemple le mythe central qui est le mythe de la Nakba. Il ne s'agit pas de nier qu'il y ait eu 600 000 réfugiés palestiniens ou exclus ou poussés au dehors. C'était la guerre. La Nakba est l'occasion d'une guerre d'extermination contre Israël. Lorsque l'ONU a reconnu l'existence d'Israël, plusieurs armées arabes se sont levées avec leurs alliés palestiniens pour détruire et donc exterminer les 600 000 juifs qui se trouvaient à cette époque dans ce pays-là. Et donc, cette extermination, si vous voulez, a été complètement transformée en tragédie ressemblant à la Shoah. C'est-à-dire qu'en fait, les Palestiniens ont transformé la défaite d'une guerre d'extermination en une tragédie humanitaire concernant le peuple palestinien. Et donc, en fait, cette manipulation que la Nakba a occultée, a réécrit l'histoire de la réalité, échappe à beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire. Et c'est là qu'intervient justement la dimension de l'histoire politique du monde séfarade. Parce qu'en fait, nous sommes quelque chose de très gênant pour le mythe palestinien. C'est qu'en fait, nous prouvons qu'il y a eu un échange de population. 600 000 juifs du monde arabe ont immigré en Israël et 600 000 Palestiniens se sont retrouvés sur les routes de l'exil. Cet échange de population est un échange universel à l'époque entre les Turcs et les Grecs, les Pakistanais et les Hindous, etc. Et donc, si vous voulez, de même, le fait que cette immigration soit une immigration de catastrophe, expulsés, spoliés, etc.,
implique une culpabilité du monde arabe et des Palestiniens eux-mêmes dans leur propre civilisation. Ils ont lancé une guerre d'extermination, ils ont été défaits et ils se sont retrouvés sur les routes de l'exil. Mais les Juifs aussi ont été chassés et spoliés de tous ces pays-là qui ont déclaré la guerre à l'État d'Israël. Et donc, il s'est produit dramatiquement un échange de population. Et le fait qu'il y ait un échange, c'est le seul cas dans l'univers où on veut rétablir rétroactivement les choses qui se sont produites alors que personne ne remet en question l'échange de population entre la Turquie et la Grèce, entre l'Inde et le Pakistan, etc. Des millions de personnes ont connu ce sort après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on voudrait faire un cas d'exception, justement. Et la raison pour laquelle, l'élément par lequel on veut faire ce cas d'exception consiste à occulter complètement l'histoire du monde séfarade, occulter la fin de ce monde-là, occulter son histoire à travers les âges, parce qu'en fait, c'est une minorité qui a toujours été persécutée ou qui a bénéficié d'un statut extrêmement bas dans la société musulmane. Et donc, si vous voulez, il y a ici une manipulation de l'histoire objective qui tourne autour de l'occultation de l'histoire politique du monde séfarade. Et alors, tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années pour hausser le profil des Juifs des pays arabes, des réfugiés, qu'en pensez-vous? Et est-ce qu'ils ont réussi ou il y a encore un travail à faire? Ou comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ce travail? Écoutez, c'est toujours bien que ça a été fait, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Israël a loupé le coche. L'État d'Israël a loupé le coche sur le plan de la diplomatie et des affaires étrangères. Parce qu'il avait dans cette histoire une carte essentielle fondant sa légitimité dans la mesure où Israël n'est plus un pays importé d'Europe, comme on le dit, mais il est né d'une population vivant dans la région, ce qui est vrai parce que l'Aliyah des années 50 a changé le destin de l'État d'Israël, qui était extrêmement peu peuplé. Et donc, en fait, la majorité des Israéliens, ce sont ces Juifs-là. Et est-ce que les Juifs distingués du gauchisme se rendent compte que lorsqu'ils accusent Israël de colonialisme, ils accusent cette population-là qui a été chassée et spoliée du monde arabe? C'est cette population-là qui fait la majorité d'Israël qui est attaquée aujourd'hui au nom du BDS, etc., etc. C'est indécent, tout simplement. Et si vous voulez, le problème, c'est que l'État d'Israël n'a pas suffisamment pris, et dès le départ, en main cette carte-là. Et c'est une grande défaite sur le plan politique et sur le plan de la légitimation. En fait, c'est parce que nous nous sommes agités, quelques-uns d'entre nous, sur cette question-là qu'on en reparle. Sinon, qui s'en souviendrait à ce niveau-là? Et il y a même des historiens qui eux-mêmes réécrivent l'histoire de façon anodine, parce qu'en fait, ces historiens récusent l'idée qu'il y a un peuple juif. Si vous enlevez cette idée-là, vous ne comprenez rien à ce qui s'est passé. Le destin de la population allant du Maroc à la Perse est le destin d'un même peuple. Et si vous voulez, sans ça, vous ne comprenez rien à l'histoire. Et c'est la situation générale. Regardez les livres d'histoire israélienne, d'ailleurs, pas seulement sur les séfarades, mais l'histoire juive tout court. Il y a un grand déficit, il y a un grand travail à faire encore sur le plan de l'identité collective des Juifs. Mais ça commence à se faire, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de connaissances parmi les Ashkénazes, si je peux dire le mot Ashkénaze, que les Ashkénazes sont de plus en plus conscients de l'histoire séfarade et qui soulèvent l'argument de plus en plus. Il y a des jeunes comme Hen Mazik, qui parlent sur les campus universitaires. Et je crois qu'il y a un mouvement, n'est-ce pas? Ben, je crois que vous, comme moi, d'autres l'illustrent, qu'il y a quelque chose qui se dit, qui se fait. Donc, oui.
Vous savez, ce qui est en question aujourd'hui, c'est vrai que les séfarades, c'est une carte très importante du jeu politique, idéologique, etc. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le peuple juif. Parce qu'en fait, je reviens sur ce que je dis, Ashkénazes et séfarades sont deux dimensions intrinsèques du peuple juif. Et c'est ça. Or, ce qui est en question aujourd'hui, à travers le BDS, à travers toutes sortes de choses, c'est qu'il y a une contestation de la légitimité d'un peuple juif. Et je ne peux m'empêcher de voir, par exemple, ce qui se passe sur les campus américains. Finalement, l'existence d'Israël et donc l'existence du monde séfarade, parce qu'il est en majeure partie en Israël, l'existence d'Israël les dérange beaucoup pour leur réussite professionnelle et pour leur image. Ils ont l'impression qu'Israël les rétrograde sur le plan moral, etc. On retrouve là les Juifs assimilés de l'Allemagne d'avant la Shoah, tout simplement, qui cachent leur judéité parce qu'ils en ont honte et qui n'ont pas le courage de l'assumer. Et si vous voulez, pour moi, la question séfarade a été une question importante que j'ai découvert sur le tas en Israël, quand j'ai fait mon aliyah en 1969 à l'université hébraïque. J'ai été étonné. Je ne savais pas, et a commencé une réflexion, une longue réflexion, parce qu'en fait, je tiens au peuple juif. Et donc, si vous voulez, comment expliquer ça? Comment expliquer ces deux histoires différentes? Comment elles s'enchevêtrent? Comment écrire cette histoire qui est une histoire unique, une histoire globale, si vous voulez, qui doit intégrer les deux dimensions. Donc, en fait, c'est quand vous pouvez dire séfarade et ashkénaze, pour moi, c'est normal, c'est inscrit dans l'existence d'un peuple juif. Seulement, il faut que nous en redécouvrions les dimensions aussi intérieures. Vous savez, il y a des ouvrages rabbiniques qui nous disent que la halacha ashkénaze, c'est la dimension de la rigueur, alors que la halacha séfarade, c'est la dimension de la flexibilité. Et vous avez même un auteur qui vous dit, ben, l'idéal, c'est au milieu, c'est la halacha italienne, qui mêle la dimension de la rigueur et la dimension de la flexibilité, si vous voulez. Et voilà dans quels termes on parle de séfarade et ashkénaze. Alors, sur le plan politique, c'est vrai qu'il y a là deux blocs. L'un a eu accointance avec l'Occident et l'Europe, l'autre, en partie au départ, avec l'Occident, les Amériques, mais surtout le monde, l'Afrique-Asie. Et donc, en fait, c'est deux univers différents. C'est un cas exceptionnel sur ce plan. Vous savez, les Juifs, ce n'est pas un ramassis de personnes réfugiées, rejetées. Ils ont une identité qui les porte. Et cette identité, c'est ce qui donne la nouvelle identité israélienne qui est en train de se forger. Et alors, c'est vrai que c'est lourd à porter pour un Juif de la diaspora aujourd'hui, parce qu'Israël est condamné de toutes parts, parce qu'il y a le politiquement correct, il y a une idéologie odieuse qu'on appelle le postmodernisme et qui est un nouveau totalitarisme. Et donc, nous sommes les ennemis, on pense que nous sommes les ennemis de toutes ces idéologies-là. Et donc, il y a un double combat à mener qui est un combat non seulement pour l'identité juive, mais également un combat pour la démocratie contre ce nouveau totalitarisme, ou alors en France, il y a toutes sortes de variables. Le décolonialisme, ça s'appelle le décolonialisme, le politiquement correct, etc., etc. Donc, il y a un enjeu qui se joue. Alors, c'est difficile de s'y confronter, mais il faut le faire. C'est impérieux de le faire à tous les niveaux, y compris chez soi, parce que le problème est aussi interne à Israël. Alors, on m'a donné une question, c'est la question de Jean-Loup Msika à propos du fameux musée. Pourquoi est-il important de concevoir et réaliser un important musée consacré à l'histoire et à la culture du monde séfarade? Et en quoi la connaissance de cette histoire par les Israéliens eux-mêmes et par le monde en général pourra-t-elle contribuer à la paix?
Bon, contribuer à la paix, c'est un espoir. Mais si vous voulez, alors il faut savoir quelque chose. Vous avez dans votre bibliothèque 2 tomes d'un livre que j'ai dirigé, Le Monde séfarade, sur l'histoire séfarade. Oui, c'est vrai. C'est un livre collectif parce qu'en fait, je crois que personne ne peut écrire à lui seul une histoire globale du monde séfarade. Il y a trop de pays, trop d'archives, trop de langues, etc., pour en être capable. Et donc, c'est quelque chose qui manque beaucoup, parce que ça contribuera à éclaircir la notion d'histoire juive et comment construire l'histoire juive. Un musée, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Jean-Louis Msika et de quelques autres. Mais disons qu'un musée, c'est un livre ouvert euh, pour ceux qui se déplacent dans les expositions, c'est-à-dire une façon de donner le sentiment d'une cohérence historique, d'une clarification de l'histoire pour celui qui n'a aucune notion. Donc en fait, si vous voulez, c'est un livre objectif, une série de paysages. Ce serait un musée didactique, évidemment, et pas un musée où on expose des œuvres folkloriques, etc., etc. Bien sûr, les œuvres font partie, mais si vous voulez, c'est un musée didactique qui met en scène l'histoire. Une révolution de ce type-là dans l'État d'Israël, dans les années 80, quand on a créé le Beit Atfutsot, la maison des diasporas. Alors, c'est une révolution idéologique qui s'est produite en Israël parce que jusqu'alors, la doctrine qui prévalait, c'était Shlilat Agalut, la négation de l'exil. On ne veut plus entendre parler des Juifs du ghetto, de l'histoire, etc. L'histoire commence avec nous, avec Herzl. Okay. Bon, à un moment donné, les Israéliens de l'époque se sont rendus compte que c'était un peu court. Et donc, il y a eu la création grâce à des personnalités diasporiques du Congrès juif mondial, etc., la création de Beit Atfutsot, qui est devenu aujourd'hui le musée du peuple juif. Eh bien, si vous voulez, un musée du monde séfarade remplirait un rôle de ce type-là, un rôle de relais. Imaginons des cohortes de lycées venant visiter, etc. Si vous voulez, les visiteurs reçoivent une impression, une vision d'ensemble, quitte à ce qu'ils aillent plus loin la suite. Donc, je pense que c'est ce qui mettrait un terme au sentiment d'il y a 50 ans de discrimination, de non-reconnaissance, etc. Car les séfarades eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire aussi. Et Battior a identifié un syndrome de dimitude chez les Juifs. Est-ce que vous êtes conscient de ce syndrome aussi? Et est-ce que vous reconnaissez ce syndrome parmi les réfugiés des pays arabes qui nient leur propre histoire d'antisémitisme? Alors, vous savez, la condition de dhimmi, ou alors vous avez, c'est Isaiah Berlin qui parlait du juif non-juif, non-Jewish Jew, et écrit un livre entier là-dessus. J'ai beaucoup écrit aussi sur ce qu'on appelle facilement la haine de soi des juifs. C'est un phénomène étonnant qui date depuis les origines. Dans un de mes ouvrages, Le judaïsme et l'esprit du monde, j'ai un chapitre sur l'apôtre Paul, Spinoza, Marx et Freud. Parce que chacun de ces auteurs, qui sont des grands penseurs, ont voulu réécrire la Bible. Et c'est tout à fait fascinant de voir qu'ils disent la même chose, de Paul, l'apôtre Paul, jusqu'à Freud dans Moïse et le monothéisme. Ils ont la même approche, la même difficulté, si vous voulez, à assumer ce fait d'être différent, d'être juif. Et donc, d'un côté, nous sommes un peuple qui a une dimension universelle, car nous avons participé à toutes les cultures, presque tous les pays du monde. Et en même temps, nous avons une identité singulière. Il y a un conflit, une tension terrible entre la dimension universelle et la dimension singulière.
Et souvent, les Juifs, comme en général, les Juifs font partie des élites, comme, même quand ils sont réprouvés, qu'ils soient banquiers, Juifs de cour ou autre chose de ce type-là, ils tentent de faire dominer l'universel sur le singulier. En général, c'est la fin de leur histoire juive. Ils s'arrêtent là. Ils créent autre chose. Hein. Paul a créé le christianisme sur ce plan-là. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose de structurel à la condition juive. Il y a eu effectivement une version dans le monde islamique où statutairement, le juif a une position inférieure. Et c'est vrai qu'il y a un trait du dhimmi qui consiste à faire chorus avec son persécuteur. C'est-à-dire, en s'assimilant à celui qui le domine ou le persécute, il croit être sauvegardé en quelque sorte en adoptant totalement, y compris le mépris à l'égard de soi-même. Voyez, c'est très psychanalytique. Hein. Et donc, alors là, oui, dans le monde séfarade, exactement. J'ai en tête quelques historiens, notamment, qui réécrivent l'histoire en pensant que les Juifs n'existent pas d'une certaine façon, si vous voulez. Quoi qu'il leur arrive, c'est bien, on leur a fait du bien parce qu'ils sont peu de choses. Ils n'ont pas droit à la liberté, ils n'ont pas le droit à l'égalité, ils n'ont pas droit à la reconnaissance, etc. Alors donc, déjà, être accepté, c'est bien, même si vous portez des habits qui vous distinguent des autres dans la rue, si vous devez être enfermé dans le ghetto à telle heure, etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des choses très étonnantes. On trouve des livres d'universitaires qui, justement, réécrivent en mineur cette histoire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas dans leur hypothèse l'idée que les Juifs sont un peuple, tout simplement. Ils pensent que ce sont des va-nu-pieds, des misérables. Déjà, si on les accepte, c'est très bien. Et que demandent-ils de plus? Et donc, voilà. Mais malheureusement, ils ont le haut du pavé puisque c'est cette idéologie qui prédomine en Occident. Et nécessairement, leurs lecteurs ont une idée mal pensée de leur réalité historique. Oui. Alors, je regarde dans le chat. Il n'y a pas vraiment de questions. Il y a beaucoup de commentaires. Je vois une question de Viviane Romani. I can't do it. Sorry about this. Sorry. Yeah, minutes. What we've done? Okay. Okay, one second. Sorry, it's didn't put something on the big screen. Right, unmute. Batch yours been unmuted. Then it happens. It takes a few seconds. There's a time lag. Ah, une question de Vivienne Roumani et elle demande pour avancer, Shmuel. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Bonsoir Vivienne, déjà. Bien, pour avancer, si vous voulez, bon, chacun a sa fonction. Moi, je suis un intellectuel, j'écris, je construis des projets, des idées. Je crois avoir contribué à beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai la majorité dans le monde séfarade, parce que tout le monde n'est pas convaincu de pas mal de choses. Il ne faut pas réduire aussi la question séfarade à une question uniquement politique. C'est une dimension culturelle, civilisationnelle pour les Juifs eux-mêmes. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord de contribuer à écrire cette histoire, parce que c'est le terreau sur lequel toute position peut se fonder. L'idée du musée est une excellente idée. Sur le plan politique, que peut-on attendre de la classe politique israélienne? Actuellement,
on est plutôt accablé par les divisions, les dissensions, l'absence de vision d'ensemble, etc. Mais il me semble que la cause de ce monde-là et pas uniquement la cause en vue de réparation financière, que la cause idéologique et la cause morale, la cause politique du monde séfarade est une carte déterminante dans le domaine de l'idéologie. C'est ça qui est à ce niveau-là important, notamment pour lutter contre le palestinisme, l'idéologie du BDS et tout ce qui a cours actuellement. On pourrait dire que c'est l'argument massu, parce qu'en fait, il démontre que les anciens colonisés sont aussi répréhensibles sur bien d'autres choses, et que ces autres choses doivent être mises sur la table, justement, dans toute rencontre, dans toute négociation. Donc, je crois que je ne suis pas tellement satisfait de la loi sur la mémoire séfarade que la Knesset a votée. C'est bien, mais finalement, qu'est-ce qu'on célèbre? On ne sait pas. Il y a un grand concert de musique, de souvenirs, sur les cultures d'origine, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas de flatter le monde séfarade. Le problème, c'est d'exiger sa reconnaissance politique sur le plan de l'échiquier international. C'est ça le véritable enjeu. De même, dans cette loi, on met l'accent sur les réparations financières. Oui, bien sûr, parce que si vous ne demandez pas d'argent, personne ne vous prend au sérieux. Mais à part ça, c'est la cause morale qui compte. La cause morale est bien plus importante à ce niveau-là. Et donc, je crois que c'est déjà bien que ça existe. Hein. Remercions le ciel et le travail des militants qui ont aidé à le faire. Mais ce n'est pas suffisant si on est persuadé de l'importance de la question. Oui, alors qu'est-ce que vous envisagez faire si c'est une question morale? Comment? C'est une question morale qui doit être portée par la politique de l'État d'Israël. Okay? Aujourd'hui, les gens demandent d'être reconnus. Oui. L'Algérie demande que la France reconnaisse ses crimes contre l'humanité dans la colonisation, par exemple. Bien, si vous voulez, il doit y avoir une clause aussi dans les instances internationales et de toutes parts. Il faut rappeler sans cesse cette dimension-là, parce qu'en fait, elle va à l'encontre de tout le mensonge institué contre l'État d'Israël. Et c'est une cause idéologique, c'est une cause morale, une cause concrète. On peut travailler à l'idée d'un musée, à écrire cette histoire, à l'introduire dans les manuels de l'histoire nationale israélienne. Et voilà le champ des choses à faire. Il y a un trou dans la mémoire juive, dans la mémoire d'Israël. Il y a un univers qui a été oublié, qui est méconnu, qui est absent, qui est déformé. Et ceux qui en fait, tentent de le dire ou de les contester, bon, n'ont pas le vent en poupe, ils ne sont pas portés par une opinion suffisamment forte. Alors, voilà. on a quelques questions. Il y a une question de Jacob Picard qui dit « Pensez-vous qu'il y a un parallèle dans le manquer le coche de la diplomatie israélienne dans le cas de l'oubli des 600 000 Juifs réfugiés des pays arabes et l'oubli jusqu'à récemment de mentionner le traité de San Remo permettant aux Juifs de s'installer dans tout le territoire palestinien, décision jamais abrogée ?» Bien oui, il y a une inculture générale. Et surtout, nous sommes passés par la moulinette, si j'ose dire, de l'idéologie pro-palestinienne, qui a complètement transformé les choses. Là aussi, il y a plein de choses à dire, vous savez. Le peuple palestinien est un peuple inventé. Il a été inventé par le KGB sous Ceausescu. C'est un ancien espion
qui raconte ses mémoires et qui montre qu'on a poussé les Palestiniens à choisir le modèle d'une lutte de libération nationale contre un pouvoir colonial, alors que nous n'avons jamais entendu parler dans l'histoire de peuple palestinien, d'entité palestinienne, etc. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses si vous voulez, je pense que très peu de Juifs sont à la hauteur de la situation. Ils n'ont pas assez une volonté suffisamment forte de faire face. Et là, face au discours palestinien, c'est l'échec. Nous avons beau, tous d'entre nous, moi-même, je m'y compte, dans les années 2000, nous avons énormément travaillé intellectuellement, historiquement, etc., pour prouver les choses. Ça n'est pas retenu, c'est oublié. Et donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est aussi le travail sur soi-même, avec soi-même, pour faire face à l'inimitié et à l'hostilité. Donc, voilà ce que je vois, ce qui peut être fait, parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Et surtout, si vous voulez, dans les années 2000, on surgit justement une nouvelle version de la haine de soi, parce qu'en fait, tous les arguments idéologiques contre Israël sont venus des post-sionistes israéliens. Ils sont venus d'Israël. Combien d'entre nous se sont retrouvés à Paris, par exemple, dans un tribunal ou à la télévision, vous dites ça, mais regardez ce que dit le journal Haaretz, regardez ce que dit tel historien de Haïfa, etc., pour vous clouer le bec, tout simplement. Et donc, en fait, il y a une entreprise de décomposition interne qu'il faut étudier sociologiquement et idéologiquement, qui est vraiment un sujet incroyable. Ce qui s'est passé dans les années 90-2000 est très étonnant sur le plan de la décomposition interne d'Israël et du sionisme. Et donc, en fait, c'est cet héritage contre lequel nous devons lutter aussi, et même aujourd'hui. Donc, il y a énormément de travail. C'est un travail intellectuel, psychologique, historique, moral, et je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Que peut-on faire? C'est l'État d'Israël qui doit être l'acteur principal de cette demande, parce que non seulement il est directement concerné, que c'est la majorité de sa population et que c'est la carte par excellence de la lutte contre le palestinisme. Sur ce note assez pessimiste, je crois qu'on va terminer cette séance. Je vous remercie infiniment de votre temps et de votre éloquence. Et je remercie tout le monde qui est venu de partout dans le monde pour vous écouter. Merci pour vos commentaires, merci pour vos réactions. Et donc... Je voudrais dire que je ne suis pas pessimiste. Non. Ou alors c'est un pessimisme actif. Et donc, si vous voulez... je dirais continuez dans votre pessimisme actif, à contribuer votre savoir. C'est beaucoup apprécié et c'est très important. Merci beaucoup. Merci pour votre intérêt. Et bonsoir à mes amis. Je ne vois pas. Donc, bonsoir à tout le monde. Avant que vous partiez, je voulais simplement signaler que nous continuons ce programme en anglais. Je dirais, c'est moi-même qui va donner un lockdown lecture la semaine prochaine. Alors, si vous voulez bien revenir la semaine prochaine, je vous souhaite bonne santé, bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Okay. We're going to unmute everyone if they want to say goodbye. Everyone is now unmuted.